Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 11, on parle d'aide. On termine avec l'aide aux organismes, mais tout d'abord, l'aide aux proches aidants et aux aînés. Bienvenue à Studio Libre. On parle souvent des proches aidants qui aident leurs personnes chères à passer au travers d'une maladie ou autre. Mais est-ce qu'on les aide, eux, à passer à travers cette épreuve? Eh bien, c'est ce qu'on va discuter avec Isabelle Desèves, qui est intervenante au Centre Action Génération des aînés Vallée de la Lièvre, comme on connaît ici, le CAGA. Bonjour Isabelle, bienvenue. Hey, merci. C'est suite d'ailleurs à un appel de Michelle Osborne, la directrice générale, qui me demandait, elle dit, Sylvain, elle dit, on aimerait ça parler de ce programme-là qui existe, mais qui, moi, je le connaissais pas, et il semble être assez méconnu. Et je rappelle à tous les organismes, on est ouvert, notre porte est ouverte, et puis on peut parler de ces programmes-là que vous avez. Donc, appelez-nous 819-281-8250. Je suis tout oui, et puis on s'organise une entrevue comme on a organisé là. Et vous avez un programme, je le ziotais, et c'est vraiment génial, parce que comme je disais d'entrée de jeu, on parle souvent de l'aider, mais l'aidant, lui, à un moment donné, il a besoin d'être aidé, puis votre programme, va l'aider en plusieurs volets. Oui, c'est ça. Ils ont besoin de support, ils ont besoin de parler, ils ont besoin, on va dire, ventiler. Hein? Oui. Ça veut dire de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'ils ressentent, de parler de la lourdeur des tâches. Ils vont en parler puis sous toute confidentialité. Donc, on a ce volet-là. On est subventionné par l'appui. Et puis, c'est quelque chose qui... tu ressors gagnant. Oui. Veux pas. Dans ces groupes-là, j'ai 2 groupes. Un à Buckingham, un à Tursault. Dans ces groupes-là, on va faire un tour de terrain, savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. On se voit aux 2 semaines. Et après ça, on a des sujets qu'on va parler. On peut parler de culpabilité. Il y en a on beaucoup. peut parler de colère, la frustration, le manque d'aide. Parce que c'est une réalité, le manque d'aide. Souvent, je n'ai qu'à penser à Chloé Sainte-Marie, qui est comme un peu la porte-étendard du proche aidant au Québec. Puis c'est ce qu'elle répète depuis des dizaines d'années. On est garroché là-dedans, on le prend parce qu'on aime ça, mais on se sent délaissé par les gouvernements. Et ça a pris combien d'années avant qu'on reconnaisse au niveau gouvernemental le proche aidant en lui-même. Donc, j'imagine que cette frustration-là, puis aussi la frustration de tous les jours, là, on en a tous, puis à un moment donné, ça doit s'accumuler pas mal. Oui. Mais ce qui est spécial, c'est de voir combien les proches aidants réalisent pas toute la surcharge de poids, tout le fardeau. Ils le font de cœur. Ils le font de cœur. Ils peuvent le faire par obligation, ce qui est un peu plus rare. Oui. Mais oui, ça peut se faire pareil. Mais c'est le fait qu'ils ne se rendent pas compte des fois qu'ils sont proches aidants. Ou qu'ils ont besoin d'être aidés aussi. Et effectivement. Et puis après ça, ils se disent fatigués. Mais mon Dieu, c'est qu'ils mettent plusieurs chapeaux. Hein? Ils ont plein de métiers dans le corps, puis ils ne le savent même pas. Hein? Quand ta toilette fuit, quand il faut que tu fasses à manger, puis il faut que tu surveilles l'autre personne pour pas qu'elle se blesse ou qu'elle fugue, etc. Tu deviens infirmier, infirmière, tu deviens un peu de tout. Sans être formé non plus à ça. Puis tu n'as pas nécessairement signé ce contrat-là, toi, à la base. Puis ça s'en va pas en s'améliorant, on le sait tous. Proche aidant, oui, ça peut être des moments partiels dans une vie de quelqu'un, mais aussi ça peut être des moments très longs. Les aînés ont vieilli plus longtemps.
Oui. La charge est encore plus longue. Ces groupes-là permettent justement de se reconnaître. La difficulté, j'en parlais, je pense que c'était avec Madame de la Société Alzheimer, qui disait, chaque problème, chaque personne est différente et part d'un point et s'en va à un point. Et ça ne veut pas dire que même si on parle à quelqu'un qui en a déjà fait, mais c'est de voir à quel point ça peut être bénéfique pour les proches aidants de juste de s'enlever cette charge-là pendant quelques heures seulement. Oui, vous voyez, les rencontres, c'est 2 heures. Mm-hmm. C'est aux 2 semaines, en tout cas 2 fois par mois pour les proches aidants. Comme je le répète, c'est à Buckingham, dans nos locaux en bas, ou à Tursault, à la bibliothèque à Tursault. Mm-hmm. Puis, c'est pas un endroit où est-ce que les gens vont sortir, puis ils vont être tristes, puis ils vont avoir pleuré, puis qu'ils vont avoir vidé leur vie, puis qu'ils vont... Au contraire, il y a ça de la motivation. Il y a des moments donnés, là, on ressort, puis ils le disent, on se sent bien. Mm-hmm. Il y a, par exemple, une autre façon aussi de parler de ce que les proches aidants vivent, mais c'est de façon individuelle. Oui. Ils peuvent se déplacer, peuvent venir au CAGA, et puis on prend rendez-vous, puis les gens me rencontrent. C'est pas dit à tout le monde de faire partie d'un groupe, j'imagine. Non, puis il y en a qui au début vont tâter, voir c'est-tu bon pour moi? Est-ce que ça me reconnaît? Est-ce que je peux fitter dans ces groupes-là, OK? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Hein? Oui. C'est ce qu'ils vont dire. Donc, ça peut se faire, comme je le disais, ils peuvent descendre au bureau, on peut le faire au téléphone, je peux me rendre chez les gens aussi. Oui, parce que j'imagine que souvent, quand on dit je ne suis que le simple support de la personne, donc si je pars pour aller faire une rencontre, la personne se retrouve tout seul et puis il peut gravement se blesser. Là. Je pense à un cas que je connais très, très proche d'ici et puis et la personne est passée puis elle dit là, il faut que je retourne parce que... faut pas que je la laisse toute seule là, parce que sinon elle peut risquer de se blesser ou pratiquement mettre le feu à la maison là, ou quelque chose comme ça. Là. Oui, c'est ça. Avec l'appui aussi, on donne un léger montant aussi pour le temps qu'ils se déplacent, qu'ils se rendent au groupe, assister au groupe. Ah, c'est bien ça. Pour qu'une autre personne peut avoir un petit montant pour rester veiller sur la personne qui a besoin d'être prise en charge. Évidemment. Ça, c'est bien aussi. Il y a, en plus de ça, on n'est pas beaucoup de groupes à travers le Québec, mais il y a un suivi après. Ça s'appelle les proches aidants endeuillés. Oui. Il y a une caractéristique qui est propre à eux autres. D'un regard, ils vont comprendre ce que l'autre a passé à travers. Ils vont comprendre le deuil. Il y a toutes les étapes du deuil. On en parle aussi. C'est des sujets complètement différents que lorsqu'ils sont proches aidants. Mais il y a cette complicité-là qui est encore là. Surtout si c'est des gens qui étaient dans le même groupe. Qui après un certain temps... Il y a des amitiés qui doivent se créer aussi. Là. Oui, c'est vraiment beau. Il y a des gens qui s'appellent pour aller déjeuner, aller au cinéma, aller voir ce qui se passe, des musées, tout ça. Oui, il s'est créé des amitiés au fil du temps. Il y a aussi le fait que les groupes, on arrête l'été. Ah, OK. Parce que... les vacances. Les vacances et tout. Mais c'est un groupe ouvert. Groupe ouvert, ça veut dire que les nouveaux peuvent arriver n'importe quand. OK? Et il n'y a pas de limite. C'est pas un 8 semaines, puis après ça, on arrête, puis on reprend d'autres personnes. On est ouvert tout le temps dans ce sens-là. Donc, tu as les personnes qui ont déjà franchi certains stades, comme le stade d'aller dans les CHSLD, hein, oui. Au lieu de garder la personne à la maison. Donc, ça aussi, c'est différent. C'est d'autres émotions, c'est d'autres choses qui vivent. Oui, tu vas dans un système aussi. Oui, puis tu en as qui sont déjà rendus là. Fait qu'ils vont en parler.
Oui. Donc, pour les endeuillés aussi, c'est la même chose. Tu as passé à travers de ça, je te comprends. En général, les groupes de proches aidants, je vous dirais que c'est tous des gens d'honneur. Je suis fière de participer. Puis, c'est pas moi, en réalité, qui anime. C'est tout, eux, oui. tout un chacun va s'entraider. Hey, t'as-tu essayé ça? Moi, ça a fonctionné pendant un bout de temps. Est-ce que... Puis, écoute, c'est juste du plaisir quand que, ils se donnent des conseils comme ça. Effectivement. Vous avez aussi un autre programme. Bon, on appelle ça généralement, dans certaines places, la popote roulante ou quelque chose comme ça. Mais vous autres, c'est la bouffe mobile. Oui. Donc, ça aussi, c'est un autre programme intéressant pour les aînés parce qu'ils peuvent en bénéficier. D'ailleurs, les repas, c'est toujours, puis même j'ai 40 ans, puis faut faire un repas tout seul. Non. Des fois, ça ne tente pas de tout sortir avec, c'est les coûts aujourd'hui des aliments. Donc, la bouffe mobile aide beaucoup les personnes âgées. C'est un service aussi qu'on affectionne. Et puis, ça se trouve que ces deux services-là, c'est dans mon bureau. Hein? C'est à mon bureau, donc ligne téléphonique et tout ça. Vous me parlez à moi pour les deux services. La bouffe mobile, la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas de faire à manger. Tu as une supervision. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui, soit tous les jours ou quelques fois par semaine, va venir frapper à ta porte. « Hey, bonjour, on vous apporte votre repas. » Hein? Ça fait une vigile. Oui. C'est en plein ça. Donc, on s'est déjà vu, les gens qui travaillent pour nous pour la bouffe mobile, les livreurs, de réaliser que, OK, telle personne était tombée finalement, OK? Ou c'est plate que ça l'arrive, mais on se fait une fierté de devoir et de prendre soin de cette petite période-là de moment où on va mener les repas. Les repas, il y a deux formes de repas qui sont offerts. Il y a les repas frais. C'est des repas qui peuvent être livrés à tous les jours, du lundi au vendredi. Par contre, les gens, il y en a qui peuvent choisir, moi, j'aimerais juste le lundi et le jeudi. OK. Chacun crée... C'est modulable. Effectivement. À la fin de la semaine, il y a un remplacement. Donc, ça te donne deux choix pour les plats principaux. Il y a une autre formule aussi qui est gagnante, c'est des repas déjà congelés. Oui, donc une livraison par semaine ou par 2 semaines, ou comme les gens veulent l'avoir. C'est encore là modulable aussi. Oui, certain. Si tu aimes manger ça, du pâté chinois, tu peux en prendre 10, puis c'est pas nous autres qui va rien dire. Ce qui est le beau aussi, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Ah! Et le frais de transport, c'est nous autres qui l'assumons aussi. Oh, OK. Donc, on sait qu'avec les frais de transport aujourd'hui, on n'a qu'à penser à toutes les applications qui nous livrent de la bouffe. Ça peut être une bonne part du prix. Mais, et ça, ça coûte un certain montant, j'imagine, pour les personnes aînées. Ça peut représenter combien, par exemple donné? Un repas par jour. Un repas par jour de frais, c'est 8,65. Ça comprend une soupe, un plat principal, puis un dessert. Quand même. Puis il y en a qui sont assez allumés. Ils vont prendre la soupe, ils vont se faire une sandwich, puis ils vont se garder le plat principal pour le soir. Ben oui. Les repas congelés, les plats principaux, c'est 6 $. Puis après ça, la soupe, c'est moindre. Et le dessert aussi. C'est les filles de Laurier, notre traiteuse, je sais pas. Très connue dans la région. Les filles de Laurier, oui. Donc, c'est très bon. C'est pas du manger d'hôpital. Ça, c'est très important aussi à dire. Mais c'est pas du manger d'hôpital aussi, dans le sens que les diètes liquides sans sel, sans bouillon, sans... Elles ne le font pas. Okay? Puis je les comprends très bien. Elles travaillent fort. C'est du managing de produits et compagnie. Puis ce qui a changé depuis 1 an et demi à l'hôpital de Buckingham, quand que les gens ont été opérés, ils nous réfèrent
Puis ça, c'est le fun. Fait que pour une courte période ou une moyenne période, on est là dans leur vie et puis on peut répondre à un besoin. C'est ça, au moins de se nourrir. C'est une base. Oui, absolument. Merci beaucoup, Isabelle Desèvres, intervenante au CAGA ici à Buckingham. Ben, c'est toujours un plaisir et comme je le dis, notre porte est toujours ouverte. Merci. Bye-bye. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. À mon arrivée en Outaouais, j'ai connu mon prochain invité comme conseiller à la ville de Gatineau, mais à la dernière élection générale, il a décidé de ne pas se représenter et on l'a retrouvé, comme ça, à la direction générale de Centraide Outaouais. Cédric Tessier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et donc, je le disais, puis je me rappelais pas exactement de l'âge. Vous m'avez dit 22 ans quand vous êtes présenté. Et 8 ans plus tard, donc aux alentours de la trentaine, avec des jeunes enfants, évidemment, vous avez décidé de ne pas vous représenter. On sait que la politique use son homme. Et tous les politiciens qui sortent disent « Ouais, c'est pas facile la politique, surtout la politique municipale. » Est-ce que, justement, dans les 3 choix suivants, est-ce que la politique, vous considérez qu'elle vous a usé, que ça commençait ou que vous êtes parti juste avant que ça commence à vous user? Bien, j'ai été témoin dans ma carrière, peut-être d'élus qui avaient fait un mandat de trop. Ça, je m'étais promis que ça ne m'arrive pas. Puis après 2 mandats, moi, j'ai conclu que j'avais... que si j'en faisais un 3e, ça pourrait peut-être être mon mandat de trop. Donc, je dirais pas que j'étais usé, mais je dirais que ça aurait pu l'être si j'avais continué pour un 3e mandat. Oui. Et donc, est arrivé un peu plus tard, bon, là, on a vu, les candidats qui sont pas représentés, il y en a eu quelques-uns, là, c'est pas... Puis c'est normal, pas mal, toutes les élections. On le voit au provincial, il y a des gens qui disent « Non, moi, je me représenterai pas. » Et là, est arrivé Centraide. Parce que là, à un moment donné, on voit... nouveau directeur général, Cédric Tessier. Je me dis, mon Dieu Seigneur. Comment c'est arrivé dans votre vie d'être à Centraide? Comment? Est-ce qu'ils vous ont approché? Est-ce que vous avez tout simplement appliqué pour le poste? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai pris une petite pause après la politique pour voyager un peu. Et à mon retour au pays, j'ai commencé à chercher un nouvel emploi. Et il y avait le poste de directeur général adjoint qui était ouvert à Centraide. Donc, j'ai postulé, j'ai obtenu l'emploi. Et 1 mois et demi plus tard, la directrice générale a quitté. Ce qui a fait en sorte que j'ai pris l'intérim. Et après quelques mois, là, avec le conseil d'administration, je suis devenu directeur général officiellement. Oui. Donc, est-ce que c'était un peu un plan de carrière dans vos études ou quelque chose comme ça? Ou c'est totalement ailleurs? Là, parce qu'on peut faire des métiers différents dans la vie. Là. Je dirais pas que j'ai un plan de carrière. Je vous rejoins là-dessus. Moi, j'ai étudié en journalisme et en sciences politiques. Okay, j'ai fait du journalisme pendant mes études, mais j'ai arrêté ça à la fin de mes études. Donc, j'ai d'abord essayé la chose politique. J'ai travaillé comme attaché politique, puis j'ai été élu pendant 8 ans. Et là, moi, je voulais tourner la page de la politique, je voulais faire autre chose. Mais continuer à avoir un impact dans la communauté. Puis je trouvais que Centraide, avec sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est quand même un organisme qui est là depuis 80 ans. Cette année, on fête notre 80e anniversaire. Je trouvais que c'était un bel endroit, justement, pour démarrer un nouveau chapitre de ma carrière. Ouais. J'allais dire 80 ans et là, il faut le mettre en guillemets, malheureusement, c'est pas prêt de partir parce que la demande est vraiment forte. On n'a qu'à penser aux banques alimentaires, à tout ce qui a trait au filet social pour justement pauvreté, exclusion. On s'en va pas dans le bon sens. Là. On voit que, justement, dans la société, les loyers coûtent plus cher, les maisons coûtent plus cher, la bouffe coûte plus cher. Donc, il y a de la demande qui vient de partout. Là.
C'est tout à fait vrai et Centraide n'est pas la solution miracle qui va régler tous ces problèmes-là. Évidemment. Par contre, ça fait partie des solutions à certains problèmes et justement dans notre nouvelle stratégie de développement social qu'on met en œuvre depuis 1 an, on veut aussi outiller les organismes communautaires. Nous, on en soutient 88 en argent, mais aussi en services, notamment dans de la formation, pour vraiment les outiller pour qu'ensuite, eux puissent faire leurs interactions, faire leur intervention auprès de la clientèle pour outiller cette clientèle-là à avoir vraiment la capacité aussi de se sortir de la pauvreté. Donc, pas seulement aider, mais aussi donner des outils pour que les gens eux-mêmes soient en mesure de se sortir de la pauvreté. Donc, je pense que c'est un tournant qu'il faut prendre comme société aussi, de dire on doit aider. Quand il y a une famille qui n'est pas capable de nourrir ses enfants, c'est pas normal, il faut qu'on soit là pour aider. Mais il faut aussi donner des outils pour que ces personnes-là puissent se trouver un emploi, puissent apprendre à cuisiner, puissent avoir vraiment la capacité de pouvoir se sortir de la pauvreté. Je ne veux pas paraphraser, mais vu qu'on est dans un sous-sol d'église, c'est un peu comme donne un poisson à un homme, il va manger pendant une journée, mais montre-lui à pêcher, il va manger toute sa vie. C'est un peu le même principe. C'est exactement ce principe-là. Oui. Et justement, bon, vous en avez mentionné, vous soutenez 88 organismes. Comment est-ce qu'on fait pour faire le tri? Parce que j'imagine qu'il y a plus que ça d'organismes qui viennent en aide aux gens ici et là. Comment est-ce qu'on choisit? Il faut avoir des critères spécifiques pour être soutenu par Centraide? Oui, absolument. Et tout dépend aussi de la levée de fonds et je dirais d'une année à l'autre, est-ce qu'il y a une tendance vers la hausse, vers la baisse ou une stabilité? Donc, dans le temps, Centraide a connu certaines croissances, certaines décroissances. Donc, il y a eu des nouveaux organismes qui ont été acceptés, d'autres, malheureusement, à certains moments, qui ont dû être coupés. Là, on est pas mal dans des tendances stables. Donc, depuis plusieurs années, c'est 88 organismes qui sont soutenus. Le choix est vraiment fait en lien avec la mission d'abord. Donc, nous, la mission, c'est lutter contre la pauvreté. Ça c'est simple. L'inclusion sociale, c'est peut-être un peu moins simple. C'est un peu plus large. Mais on parle, par exemple, de briser l'isolement social chez les personnes aînées. On parle de soutenir aussi les personnes qui vivent avec un handicap ou une déficience intellectuelle. On parle des nouveaux arrivants aussi qui veulent s'intégrer dans la société et qui, en arrivant, ont besoin de certains services. Donc, c'est pas mal ça, c'est pas mal les secteurs auxquels on touche pour l'exclusion sociale. Et ensuite, c'est dans les manières. Par exemple, nous, on soutient seulement des organismes laïques. Donc, il n'y a pas d'organismes religieux qui sont soutenus par Centraide d'Outaouais. Il y a aussi, malheureusement, l'historicité. Donc, des fois, il y a un organisme qui a pu être soutenu à une époque qui a eu certains enjeux qui ont fait en sorte qu'il y a 20 ans, Centraide s'est désengagé de l'organisme. Mais là, malheureusement, en ce moment, aujourd'hui, l'organisme va très bien, mais là, il n'y a pas assez d'argent pour... C'est ça. Donc, c'est des choix qui ont été faits au fil des ans en fonction des réalités de ce moment-là, mais des fois, ça peut perdurer, là, même si l'organisme maintenant va beaucoup mieux. Oui. On y pense souvent, bon, quand il arrive Noël, les organismes, on pense aux banques alimentaires, on pense à tout ce qui a trait à justement la pauvreté. Ben, dans le temps de Noël, c'est le temps. Est-ce que c'est votre temps aussi le plus, je dirais, occupé pour les dons? Bien, Centraide, c'est 90% des dons environ qui sont entre le mois de septembre et le mois de décembre. Quand même. Donc, c'est vraiment c'est toute l'automne et ça déborde un petit peu des deux côtés, là. Donc, c'est vraiment la grosse période. On est surtout présent dans les milieux de travail, là, pas mal les grosses entreprises, les grosses organisations fédérales, provinciales, municipales ont des campagnes Centraide. Il y a aussi beaucoup de dons qui sont faits à Centraide à l'automne. Historiquement, depuis des décennies, la campagne Centraide, c'est à l'automne. Donc, la plupart des gens sont habitués à cette façon de faire-là. Oui. Quand vous donnez à des organismes, bon, vous voyez peut-être pas à tous les jours l'impact que ça peut avoir, mais j'imagine qu'avec le suivi que vous faites avec les organismes, eh bien, vous êtes à même de voir qu'est-ce qu'un dollar peut faire dans ces organismes-là. On disait souvent, bon, je parlais avec Anne Mercier de la Banque alimentaire ici à Buckingham, et puis elle me disait, genre, $1 peut en équivaloir quelques-uns, bon, tout dépendant des années.
en termes de nourriture, parce que bon, on achète en plus gros volume, on a des rabais, les gens, les fournisseurs, permettent ça. Donc, vous, est-ce que vous avez calculé un peu comment est-ce que $1 donné à Centraide peut équivaloir au bout de la ligne? Oui, absolument, parce qu'on sait que les organismes communautaires vont, premièrement, il faut se le dire, là, ça ne peut pas seulement reposer sur le bénévolat. Non, on a besoin évidemment. de professionnels qui aient des bonnes conditions de travail pour solidifier les organismes communautaires. Mais, une fois que ça c'est dit, tous les organismes communautaires, incluant Centraide, on a plein de bénévoles. Donc ça, c'est quand même une force parce qu'il y a une partie des services qui peuvent être offerts à des coûts qui sont vraiment moindres, étant donné qu'il y a une partie de la force de travail qui est bénévole. Et nous, à Centraide, on a deux manières, je dirais, d'évaluer ça sur le terrain, parce qu'à 88 organismes, c'est quand même beaucoup. Oui, donc, on a 2 employés et demi que leur job à l'année, c'est d'être présent en soutien aux organismes, dans les tables de concertation partout en Outaouais, vraiment pour faire le suivi. Faire le suivi, c'est ça, pouvoir accompagner les organismes quand ils en ont besoin, former le conseil d'administration, des choses comme ça. Et là, ça dépend entre 1 aux ans ou aux 3 ans, dépendamment de comment va l'organisme. On a des équipes de bénévoles qui vont aller visiter les organismes. Donc, quand un organisme va très bien, c'est une fois aux 3 ans. Quand ça va moins bien, c'est à chaque année que les bénévoles vont se rendre. Et donc, il y a plein de questions qui sont posées autant au conseil d'administration qu'aux employés, voir comment ça va. Et tout ça est ramené ensuite au conseil d'administration pour qu'il y ait des recommandations qui soient faites sur autant l'argent, comment est dépensé, mais aussi comment les services, on va les donner à ces organismes-là quand il y a des besoins particuliers. Ouais. C'est tout le temps un plaisir de recevoir des gens qui sont passionnés, on le voit. Ça a été tout un tournant de carrière, mais je pense que vous êtes en selle pour longtemps. Vous avez l'air à aimer votre métier. Merci beaucoup, M. Tessier, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission numéro 11 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, le directeur général de Centraide Outaouais, M. Cédric Tessier, et aussi l'intervenante du Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre, Isabelle Desèves. Et donc, je vous rappelle, comme à toutes les émissions, que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous joindre pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine à Studio Libre.